C'est notre nouveau générique, on n'a plus d'argent. Bon, allez. Bonjour ou bonsoir, bienvenue à ce nouvel épisode de Un film est passé. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, entendu, qu'on ne vous a pas partagé un film. Et nous avons décidé aujourd'hui de venir avec le film ultime. Je ne sais pas si c'est le film ultime de l'histoire du cinéma. En tout cas, moi j'étais overshocking de voir qu'il était qu'en place numéro 100 dans ce fameux classement, tu sais, je ne sais plus le nom, un classement anglais où Jeanne Dillman, 123 rue de la Banque, à Bruxelles, c'est pas rue de la Banque, rue du Commerce, à Bruxelles, et c'est 1023. Enfin bref, voilà, vous avez compris, le film de Chantal Akerman a détrôné Vertigo, faut quand même pas déconner. Je veux bien qu'il soit dedans, mais pas à cette place-là. Et le film qui nous intéresse ce soir n'est qu'à la 100e place. Le film qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Il était une fois dans l'Ouest, Once Upon a Time in the West, C'era una volta il West, ou Spiel mit das Lied von Tod en allemand, Joue avec la mélodie de la mort. Bravo. Drôle de traduction, mais on en a eu des pires en français. Voilà. Donc, film de Sergio Leone, tourné en 68, mais je crois sorti en 69. Le copyright est 68. Est-ce qu'il est sorti en 68 ou 69 ? Je ne sais même pas. Honte à moi. Enfin bref, toujours est-il que ce film ressort en 4K, restauré encore une fois ces jours. Donc, ça nous donnait l'occasion de nous épancher sur ce film qu'on aime beaucoup. Et j'ai quand même été poli et te souhaiter bonsoir. Bonjour, mon cher Patrick. Bonsoir, Julien. Alors, oui, c'est un plaisir, effectivement, de parler de ce film. Je pense que c'est un film dont on peut parler encore et encore. Fait partie aussi de ces Madeleines de Proust. Quand on le revoit à intervalles réguliers, on n'est jamais blasé. On découvre peut-être pas forcément de nouvelles choses, mais on revit les mêmes émotions. Moi, je pleure de plus en plus. C'est un film, exactement. C'est un film qui est... on parle de western, peut-être que pour un western, c'est un des westerns les plus émouvants qui soit, pour toutes sortes de raisons qu'on va forcément aborder ensemble. Je pense que c'est, puisque je parlais de Madeleine de Proust, je pense que c'est quand même intéressant de revenir en ce qui concerne notre expérience personnelle sur la découverte, quand on a découvert ce film. Comment on l'a découvert. Ouais, tu as eu plus de chance que moi, je crois. Oui. Je l'ai vu en salle. Voilà. Tu l'as vu la première fois ? Oui, j'ai vu la première fois en salle. Alors c'est sûr que ça change la vie. J'avais 11 ans. Alors moi, je l'ai vu en VHS locatif CIC vidéo, que j'avais loué chez Radio TV Vidmer à Courindlin. Un beau pan-scan bien dégueulasse. Par contre, c'était la version complète. Où il y a la fameuse scène où Charles Bronson se relève blessé assez au début, avant que tu vires sur la famille McBain. Pour ceux qui ont vu le film, enfin je pense que j'espère que vous l'avez tous vu. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un peu, voilà. Par contre, c'est toujours mieux de d'abord bouffer le pain noir avant de bouffer le pain blanc. Donc voilà. Je sais que je l'ai vu une fois en salle, dans une séance, dans une projection absolument épouvantable. La copie était passablement usée, mais c'était surtout dans une scolaire où il y avait des enfants qui n'avaient pas du tout envie d'être là. Et je te jure que c'est vrai, j'ai fini par leur donner des sous à chacun 100 sous, à chacun 5 francs pour qu'ils se taisent. Et ça a marché. Ils ont dû se dire que c'est que ce type. Mais enfin voilà, donc je l'ai vu une fois en salle dans des conditions déplorables. Et je l'ai vu 25 000 fois sur France 3. Il passait souvent. Après une VHS au bon format, puis après un DVD, puis maintenant un Blu-ray, puis un 4K, donc des bonnes projections, donc ça aide aussi. Et depuis le début, si les premières fois que tu l'as vu, il t'a tout de suite marqué. Parce qu'il y a des films, il ne faut pas du tout comparer, mais il y a certains longs métrages qui nous fascinent aujourd'hui. Quand on les découvre, on n'aime pas trop. Moi, je pense à certains Kubrick. Voilà, il faut comparer ce qui est comparable, mais avec le temps, on prend goût. Alors que celui-ci, toi, directement, il t'a marqué. Alors, moi, j'ai eu le double effet qui se coule dans la même semaine, puisque j'ai vu Vertigo, aussi sur une VHS locative CIC, un peu recadrée. Mais d'ailleurs, Hitchcock n'a jamais tourné en scope, je ne sais pas pourquoi. Jamais. Il avait le VistaVision, ce qui faisait quasiment du 70 mm, donc je pense que ça suffisait. Et j'ai vu donc Vertigo, donc sur froid en français, et Il était une fois dans l'Ouest, je pense, dans la même semaine. Et les deux m'ont foutu une claque pas possible, pour des raisons complètement différentes. Un, parce que je me suis fait berner par le bout du nez. Et l'autre, parce que, je sais pas, je trouve que ce film dépasse largement les codes du western. D'ailleurs, tu vas m'expliquer, tu vas peut-être me donner une réponse à laquelle moi, ça fait 40 ans que je cherche. Je n'aime pas le western, je crois que tu sais très bien que je suis pas attaché particulièrement au western, j'en regarde jamais, sauf quand tu m'en recommandes ou quand je suis obligé pour écrire un livre, par exemple. Et celui-là, voilà, c'est mon film préféré dans l'absolu, et j'aime pas les westerns, c'est quand même un peu particulier, quoi.
Oui, bon, c'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus, je dirais, théâtral, mais dans le bon sens du terme, par rapport à certains westerns. Les westerns classiques, souvent, ça va assez vite. On a des personnages qui sont des archétypes. Je dis pas que celui-ci n'en a pas, mais c'est quand même un peu moins marqué. Si on se réfère notamment même à des westerns spaghetti, la trilogie précédente de Sergio Leone, les poignées de dollars et quelques dollars de plus, la trilogie du dollar, voilà, etc. Là, c'est beaucoup plus marqué. Ici, on a quand même des personnages beaucoup plus mystérieux. On a un personnage féminin qui est extrêmement fort, c'est celui qui tient le film, ce qui n'est pas forcément le cas dans les westerns. Le film est vendu sur son nom, elle est en premier au générique, et je crois pas que c'est qu'une question d'ordre alphabétique. Non. Mais non, parce que Charles Bronson apparaît en dernier. Non, et le film est vendu sur son nom. D'ailleurs, j'ai découvert, vaguement en préparant quelques petits trucs, tu sais pour qui était prévu le rôle de Claudia Cardinal à la base. Il voulait engager Sophia Loren. Je suis pas sûr que ça aurait été une bonne idée. Elle aurait peut-être fait le job, mais Sergio Leone avait très peur parce que le film aurait été produit par Carlo Ponti, puis il sentait très bien qu'il aurait la main mise sur le truc, puis qu'il pourrait pas faire ce qu'il voulait. Donc il a réussi, je ne sais pas comment, à remercier. Je crois parce que la Paramount voulait absolument qu'il fasse encore un western. Enfin, avant il n'était pas à la Paramount, c'est le seul film qu'il a fait pour la Paramount. Et il l'a fait un peu à contre-cœur ou à condition de pouvoir faire exactement ce qu'il voulait. Et je crois qu'il a appelé sa copine Claudia Cardinal qui a tout de suite dit oui. Et je pense que, on ne sait pas, peut-être si le film était avec Sophia Loren, on ne se poserait pas cette question. Mais j'ai du mal à imaginer, il était une fois dans l'Ouest, sans Claudia Cardinal. Ouais, comme j'aurais du mal à imaginer, il était une fois dans l'Ouest avec Clint Eastwood, par exemple, à qui a été proposé le rôle et qui ne l'a pas voulu. Jean-Paul Belmondo. Avec Jean-Paul Belmondo, à qui le rôle a été proposé aussi. Il y a eu d'autres noms, il y en a eu d'autres. Plusieurs se sont plus ou moins battus pour avoir ce rôle. Mais Belmondo l'a refusé. Enfin, c'est Ursula Andress qui lui a dit à l'époque, tu ne vas pas aller faire cette connerie en Italie. Mais en même temps, je pense que je suis pas sûr que ça aurait été une bonne idée, quoi. Non, et puis pour revenir sur Claudia Cardinal, c'est pas une actrice que je trouve exceptionnelle dans sa filmographie. Je peux pas prétendre, j'ai vu bien quelques films avec elle, mais je trouve que là, il y a l'essence même de ce qu'elle sait faire, de ce qu'elle sait faire de mieux, la manière de la filmer, de la capter. Je pense que le fait que Sergio Leone la connaît bien, c'est une chose. Évidemment sublimée par la musique d'Ennio Morricone. Et c'est pas une jeune première. Et c'est pas une jeune première. C'est pas très 2024 compatible de dire ça, mais je sais pas quel âge elle avait au moment du tournage, mais elle doit avoir 35, je pense, quelque chose comme ça. Donc c'est pas du tout une jeune première, et elle est plus belle qu'elle n'a jamais été. Enfin, moi, je trouve que son petit chapeau, les cheveux remontés, c'est magnifique, quoi. Oui, alors la musique d'Ennio Morricone, j'ai percé un mystère aussi. On se posait la question hors champ, est-ce que la musique avait été composée avant ? Oui, la musique était intégralement, à 100% composée avant, et Léon pouvait la foutre à plein tube sur des baffes gigantesques, paraît-il, sur le tournage, pour imprégner les gens. Donc tous les thèmes étaient composés, et c'est assez étonnant aussi de voir le talent d'un mec comme Morricone qui arrive avec un scénario dans les mains à composer des thèmes qu'on peut... Moi, je ne suis pas compositeur de musique de film, je ne suis pas compositeur tout cool, mais je pourrais bien imaginer quelqu'un qui dit « Ah, quand j'ai vu Claudia Cardinal arriver à la gare, ça m'a donné envie de composer ce thème absolument formidable, qui tire l'arme pas possible, alors qu'il était fait avant. » C'est assez surréaliste. Oui, puis ce qui est impressionnant, c'est quand même... parce que tu me parlais peut-être des particularités de ce film. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas les westerns ? Celui-ci, tu l'adores. Moi, je parlais de cet aspect théâtral, de cette émotion, et puis il y a quand même le jeu sur le temps, l'extension du temps dans les scènes. Les dialogues sont décochés, si on peut dire, de manière très éparse. On prend son temps, il y a ces gros plans, les personnages marchent lentement, et tout le film est extrêmement lent. Alors pour moi, encore une fois, c'est pas un défaut, mais la musique, s'il l'a composée avant, on ne sait pas vraiment qui influence l'autre, c'est-à-dire que, parce qu'il y a quand même des longues séquences d'ambiance, il y a aussi même le thème romantique, comme il vient, c'est comme s'il avait vu la scène filmée, et il y a quelque chose de magique, voilà, c'est un petit peu cliché, mais c'est vrai, et c'est un film, tu l'as dit, qui... Léon voulait le faire à sa façon pour se faire. C'était soit je le fais à ma façon, soit je le fais pas, d'après ce que j'ai compris. Et il a avec Bernardo Bertolucci, avec lequel il a écrit le film. Ils avaient déjà bossé ensemble ? Je suis pas sûr. Il y a Sergio Donati et Dario Argento. Ouais. Alors ils ont regardé, ils ont compilé ensemble tous les westerns que Leone adorait, notamment des John Ford. Alors ce film-là n'a rien à voir avec les John Ford. Moi j'aime pas John Ford. Moi non plus, pas trop. Enfin pas trop, je suis désolé. Je suis impressionné au niveau formel, certains, mais il y a plein de cinéastes que j'adore qui ne jurent que par John Ford. Moi je trouve ça très beau, mais alors je me part de 3 films, pas trop quoi. Et c'est vrai qu'on a quelque chose qui est vraiment extrêmement particulier, parce que j'ai l'impression, là aussi, il y a un avant, un après, d'accord, mais c'est même pas la question qu'il y a un après, c'est un film qui ne ressemble à aucun autre western.
parce que il y a ce jeu avec le temps. Ça mélange l'histoire de vengeance qui est très propre aussi, encore une fois, au Oui, genre. sauf qu'elle est amenée d'une manière tellement C'est ça, maligne, voilà. parce que finalement, on mettrait la même histoire de vengeance dans les mains d'un réalisateur quelconque, Burt Kennedy. Je pense à des réalisateurs de western qui me passent par la il tête. dévoilerait rapidement la chose. Ça fonctionnerait, ouais, mais parce que finalement, sur du papier, c'est vrai que cette histoire de vengeance, elle est assez basique, quoi. Sauf que quand tu comprends le pourquoi du comment dans le dernier quart d'heure, il y a un moment donné où de nouveau, c'est un tir-larme comme c'est pas permis. Et puis moi, je rajouterais encore une dimension, mais ça, c'est mon côté un peu. Il y a une dimension un peu complotiste dans ce machin. Est-ce que Il était une fois dans l'Ouest ne serait pas un film de conspiration? Parce qu'il y a quand même quelque chose, je veux dire, là aussi, et ça joue sur l'histoire de la dilatation du temps. Qu'est-ce que fait ce tueur qui s'appelle Frank, incarné par Henry Fonda, sublime, pourri de première, qui ne voulait pas, je crois que c'est Eli Wallach, je crois qu'il l'a convaincu, qui avait bossé avec Sergio Leone et qui lui a dit non mais tu devrais accepter ce rôle parce que ça restera, je sais pas si ça restera le rôle de ta vie, mais si tu as une fois dans ta vie, tu dois jouer un salopard, il faut que ce soit là. Puis il a dit aussi, je crois, que tu vas prendre ton pied avec Sergio Leone, quoi, parce que la collaboration était magnifique. Donc, effectivement, Henry Fonda l'a confirmé. Donc, oui, ce côté conspiration. Qui va très lentement aussi, on ne le dit pas tout de suite. Donc, oui, moi j'ai vu ce film, j'avais 12 ans et je pense que je me suis vraiment fait avoir par le bout du nez. C'est-à-dire que c'est la carotte et le bâton, quoi. On te tend la carotte, mais on te la donne pas tout de suite. Et puis en fait, moi ça a fonctionné. Alors qu'il y a plein de gens qui vont dire ah mais c'est long, il se passe rien. Le générique de début, j'ai vérifié, il est toujours dans le Guinness Book comme le plus long générique de début de l'histoire du cinéma. Il fait 13 minutes, je crois, sans musique, sans rien du tout. Et le titre du film n'apparaît pas. Je crois que c'est la première fois de l'histoire du cinéma aussi qu'un titre de film n'apparaissait pas au début, mais il apparaît à la fin, qui était très 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 bizarre. Cette scène d'ouverture absolument incroyable avec des tueurs qui attendent dans une gare et qui donnent déjà le ton. C'est peut-être aussi pour ça que ça fonctionne, c'est que tout le film se déroulera sur le même tempo que ça, en fait, de manière très étendue, mais pas lente, quoi. Non, et puis c'est vrai que pour revenir à l'aspect conspiration aussi, l'histoire des États-Unis, la naissance du capitalisme, la construction des villes, c'est de la conspiration pure. Hein. Comment arnaquer les gens. Non, mais c'est exactement ça. Sûr. Et c'est pour ça que ce film aussi est assez fascinant, parce qu'il y a cette identité... Alors, je ne sais même pas si c'est une identité européenne, c'est du Sergio Leone, alors bon, voilà. Et puis, en même temps, c'est purement américain. C'est-à-dire que la manière dont les choses... Encore une fois, au niveau, je parle du récit, la manière dont les choses, les enjeux se posent, quand on mélange vengeance, espoir, rédemption, capitalisme, on met ça ensemble, c'est très, très, très américain. Non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a 4 personnages principaux, Claudia Cardinal, Henry Fonda, Jason Robards et Charles Bronson, et que si tu réfléchis bien, il n'y en a aucun qui prend le pas sur l'autre, quoi. Ils ont tous à peu près, si on chronométrait, je pense, le même temps de présence à l'écran. Et on a quand même dans ces 4 personnages principaux un salopard de base qu'on nous présente du même côté que les héros. Enfin, je sais pas, il est là, quoi. Oui, il y a même on sait qui il est, on sait d'où il vient, on nous le montre sous ses aspects les plus horribles, comme ses aspects je ne veux pas dire les plus recommandables, mais les moins détestables. C'est un personnage aussi important que les autres. C'est pas juste le flingueur à la con. Et la grande idée, c'est la tronche qu'il a. C'est-à-dire qu'il a la même tronche qu'il aurait ailleurs. Il a près 60 ans, je crois, quand il a tourné ce truc. Je pense, ouais. Il paraît en avoir 15 de moins. Enfin, je veux dire, c'est surréaliste, quoi. Et puis, oui, parce que tu parles de ce... Enfin, il est clairement dans le... Je sais pas quelle place il est, mais c'est les grands méchants de l'histoire. Il est très, très haut ça, c'est dans sûr, la liste. Dans la fameuse liste des pires méchants, pires salopards. Mais c'est vrai qu'il y a un côté ambigu, parce qu'en même temps, le type qui l'emploie, au bout d'un moment, il joue plus son jeu. Il se fait trahir, il joue plus le jeu. À un moment, il a presque un moment de complicité avec le personnage de Charles Bronson. Dans cette scène où finalement Bronson se le réserve pour lui, hein. C'est un petit peu, on comprend pourquoi. Et puis il y a même le fameux duel où il évite la mort pour pouvoir lui le dézinguer, quoi. Alors si vous avez jamais vu Il était une fois dans l'Ouest, on aurait peut-être dû commencer par là. Arrêtez tout de suite ce podcast, c'est déjà un peu trop tard. Non, mais bon, je pense que là, on n'est pas. Mais cette scène de duel qui fonctionne sans musique quasiment, il y a juste des bruits, des accords stridents, et puis elle est hyper longue aussi. Hein, oui. Là aussi, avec des choses assez inattendues. Et puis, il est déjà 10 heures. Ah ouais. Et il y a même cette scène avec Claudia Cardinal où il est un moment avec elle, où il y a un côté évidemment. Où la caméra pivote, on les voit. Contraintes, mais d'espèces de. C'est très bizarre. Moi, je me rappelle, alors enfant, évidemment, j'ai peut-être pas tout. J'avais l'impression un peu de voir quelque chose de.
Il y a séduction, il y a peur, il y a contrainte totale, parce qu'évidemment, il y a un marché qui est passé. Enfin, moi, je crois qu'elle est prête à tout elle pour est prête venger à son tout. mari, elle s'en fout. Et voilà, et c'est aussi quelque chose qui n'est pas très compatible avec l'image aujourd'hui. Eh ben, si. Mais en même temps, Moi, je trouve que si. c'est la parce réalité que... du personnage et de l'époque. Oui, et... mais en même temps, on n'arrête pas de nous mettre en avant le Rape and Revenge, ça m'énerve sur son temps. Ouais, la dernière maison sur la gauche, c'est vachement un film féministe, quoi. Il faut arrêter les conneries. Je suis désolé, mesdames, il faut vraiment arrêter les conneries. J'ai entendu des hystériques faire des théories pendant 1h30 là-dessus. Bon, moi, je ne suis pas convaincu du tout. Je suis beaucoup plus convaincu par Claudia Cardinal, là, qui à un moment donné devient jusqu'au boutiste au point d'accepter. C'est comme dirait Demi Moore dans Harcèlement, hein, sex is power. Et puis c'est comme ça qu'on arrive à tenir le truc, et puis à tenir le haut du pavé. Et puis c'en est une démonstration parfaite. À la fin, tous les hommes partent ou disparaissent. Et qui c'est qui reste? Qui c'est qui reprend la main? Qui c'est qui est l'avenir de l'homme? C'est la patronne. C'est la patronne, c'est clairement elle. Donc, effectivement, c'est un long métrage qui est très, très, très impressionnant encore aujourd'hui. Parce que je pense que, alors on a parlé de la musique, on a parlé des acteurs, on a parlé du temps, mais en même temps, je veux dire, ça vieillit pas. Pourquoi? Justement, parce qu'il y avait des choix qui étaient extrêmement radicaux. Moi, je reviens quand même encore une fois à la manière dont l'histoire de la vengeance se déroule et est révélée. C'est quand même très très propre à ce qu'on a pu voir après dans des films des années 80, 70, ces ralentis, ce personnage trouble qui arrive. Les gros plans n'ont jamais été aussi gros que là. Des gros plans, on a l'impression de voir, hein, c'est le fameux un pays. Hein, quand on regarde Charles Bronson de près, il n'a jamais été aussi profond, alors qu'il exprime souvent pas grand-chose. Mais Georges Lautner, que j'adore, hein. Tonton Georges a essayé de faire la même chose dans le professionnel, ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Je dirais pas que ça fonctionne pas complètement. Ça fonctionne en mais il y a un côté, on se demande si c'est parodique ou pas. Et je crois que c'était pas parodique, et c'est ça qui fait que ça fonctionne pas complètement. Bon, c'est pas le sujet. Mais ouais. Et puis alors, version longue, tu dis, long métrage, 2h40. Alors ce film, comme tous les films de Sergio Leone, a connu 1 million de montages suivant les pays. Moi, j'ai découvert que ce film... Alors, je savais que le film n'avait pas marché aux États-Unis au point qu'il ait été charcuté d'une grosse vingtaine de minutes, en tout cas. Mais par contre, ce que je ne savais pas, c'est que le film avait fait 16 ou 17 millions d'entrées en France. Oui. Ce qui est hallucinant. Ça veut dire que ça fait autant d'entrées que La Grande Vadrouille. Hein. Donc, il en a fait aussi 16 ou 17 millions. Enfin, ils sont à peu près au même niveau. Et ils sont encore aujourd'hui les deux, avec Intouchable, Les Ch'tis et bientôt le film d'Artus, je pense. Titanic en dessous, je crois. Oui, je pense. 14, je pense, comme ça. Ouais. Donc, c'est surréaliste. Et il paraît qu'en France, les magasins d'habits qui vendent ce qu'on appelle des cache-poussières, des imperméables à la Colombo, mais un peu plus long, étaient dévalisés. Les gens se promenaient comme ça dans la rue. Je ne sais pas si les gens se promenaient aussi avec des canons sciés, s'ils avaient des fusils de chasse où ils coupaient le bout, je ne sais pas. Mais pour la scène d'ouverture, j'ai découvert un truc assez surréaliste, peut-être tu sais. Donc puis en plus, je ne vais pas arriver à dire le nom du comédien, donc c'est un peu con. C'est que les tueurs du départ, il y en a 3. Et Jack Elam avec son œil fuyant, qui jouait dans Le Train sifflera 3 fois, entre autres, je crois. Aussi dans certains films de western, Bob Buttigieg, etc. Il n'est pas dans Un homme est passé, d'ailleurs. Je crois pas, mais il est dans, je crois, Les Affameurs avec James Stewart, c'est un peu ce genre de gueule qu'on est dans les années 50. Et puis il y a Woody Strode alors. On a Woody Strode, absolument, acteur noir, salopard, mais il a joué des rôles de gentil, je crois. Il jouait dans Spartacus notamment. Ah ouais. Et puis il a joué aussi chez John Ford, je crois. Et puis le troisième, dont je sais pas le nom, je sais, qui fait avec les mouches. Me semble-t-il, on le voyait dans le même rôle dans Le Bon, la Brute et le Truand. Exactement. Quand il essaie d'aller tuer à Troyes, Kalivalak. Mais par contre, ce qu'on sait pas, et on sait pas son nom, donc c'est un peu con. Moi, j'ai découvert ça tout dernièrement, c'est qu'il s'est suicidé sur le tournage. Ça. Alors, le mec, donc il paraissait un mec super bizarre. Et à un moment donné, il était dans un saloon entre 2 prises. Il a dit, je vais me foutre en bas de la fenêtre. Et les gens lui ont dit non. Et puis hop, il s'est foutu en bas de la fenêtre. Attends, c'est pas la fin. Ça prête à rire, mais c'est quand même particulier. On a appelé une ambulance. Ils ont appelé une ambulance. Et en fait, il est mort dans l'ambulance, mais pas tout simplement. Il est mort dans l'ambulance parce que la route, ils ont filmé ça dans l'Utah, je crois, n'était pas plate du tout. Et en fait, avec les bosses, ça lui a il avait une côte pétée qui lui a perforé le cœur. Non, mais je te jure que c'est vrai. C'est un film, ce mec, quoi. Donc, je sais plus le nom. Tu vas nous le trouver parce que tu as bien raison de tricher pendant le truc. Ah là, j'essaie de trouver, mais j'ai pas encore. Mais enfin, c'est hallucinant. Donc, ce gars a une filmographie de 4 entrées et son dernier rôle, il était une fois dans l'Ouest.
Et apparemment, ça a été un peu compliqué sur le tournage parce que c'était assez. Ils ont tourné les scènes, je crois, dans l'ordre chronologique, une bonne partie. Donc c'était assez au début du tournage que ce cher monsieur, dont j'ai oublié le nom, mais qui a quand même une tronche pas possible, s'est donné le tour sur le tournage. Je pensais que tu la savais pas, celle-là. Non, effectivement. Je l'ai découvert la semaine passée, je la savais pas non plus. C'est quand même quelque chose, comme on dit. Hein. Oui, c'est particulier, effectivement. Alors, Il était une fois dans l'Ouest, c'est le film, le film central de toute l'œuvre de Sergio Leone, parce qu'évidemment le dernier, Il était une fois en Amérique, c'est quand même assez incroyable. T'as toujours des fous-furieux qui vont dire non, Il était une fois en Amérique, c'est mieux, ou Le Bon, la Brute et le Truand, c'est mieux. Alors moi je pense que Le Bon, la Brute et le Truand, on peut largement l'éliminer. Je sais pourquoi j'aime bien voir beaucoup, et pour quelques dollars de plus, parce qu'en fait le scénario il est très proche, l'histoire de vengeance elle est assez proche de celle de Il était une fois dans l'Ouest en fait, puis il y a déjà cette lenteur. Puis il n'y a pas ce côté buddy movie, c'est pas le mot, mais il y a un peu un côté les compères ensemble, puis Bon, La Brute et le Truand, je déteste pas, hein, loin de là, puis on va se faire des ennemis si on dit ça. Non, il y a des super scènes dedans. Ouais, mais dans l'ensemble, moi quand j'étais petit, ça m'amusait beaucoup. Maintenant, c'est pas celui que je regarde en premier. Et pour quelques dollars de plus, je trouve que c'est vraiment. Après, Il était une fois dans l'Ouest, au niveau des westerns. Celui que moi qui me plaît le plus. Oui, et puis bon, donc Il était une fois en Amérique, effectivement. Donc la trilogie des dollars, et puis après la trilogie du temps. Ouais. Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois à la Révolution, et Il était une fois en Amérique. Alors il y a des fous furieux d'Il était une fois en Amérique qui vont nous dire non, mais c'est beaucoup mieux qu'Il était une fois dans l'Ouest. Moi je trouve qu'alors la partie avec les enfants, je suis ultra fan. La partie avec les adultes, c'est formidable, mais je suis un tout petit peu moins convaincu. Bon, il y a le gros problème de Jennifer Connelly, qui a eu une carrière, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, et on sait exactement quelle tête elle a maintenant, et elle n'a pas du tout la tête d'Elizabeth McGovern, elle a beaucoup plus de superbe, et elle est surtout meilleure comédienne. Donc, oui, et puis quand même, James Woods et Robert De Niro vieillis, même si c'est pas mal fait, hein, ça donne un petit coup de poussière à l'ensemble. Non, moi je trouve que, moi j'adore Il était une fois en Amérique, c'est un film extraordinaire. Non, celui-ci est juste parfait. Pour moi, c'est un film parfait. Il était une fois dans l'Ouest. Je l'ai revu récemment, toi aussi. Je cherche des scènes qui ne fonctionnent pas. Je cherche des moments un petit peu maladroits. Alors, je t'avais déjà dit ce petit côté. Le seul petit côté, c'est Charles Bronson qui fait pas vraiment de l'harmonica, qui la passe comme s'il se mettait du labello. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Mais à part ça, toutes les scènes sont exceptionnelles. Le chef de gare qui a oublié de mettre son dentier au début. Ouais, c'est vrai. Il a oublié de mettre son dentier et en fait personne ne sait qui est cet acteur. Alors, même il n'est pas au générique, personne ne sait qui est ce type qui est évidemment mort et enterré depuis Pétaouchnok, mais personne ne sait qui est ce gaillard, je crois, même à l'heure actuelle. Non, moi je sais pas. C'est quoi ta scène préférée? T'arrives à dire la scène de l'arrivée à la gare. La scène de l'arrivée à la gare. Ah ouais, clairement. Ah ouais. Claudia Cardinal qui arrive avec cette caméra qui monte. Ça me fait pleurer. Quoi. Ah ouais, qui monte et on la suit dans. Pour moi, c'est la plus belle scène de l'histoire du cinéma. Moi, je vais jusque là, hein, sans l'ombre d'un doute. Ouais, en tout cas, elle en fait chacun son truc, mais pour moi, c'est à tous les niveaux. Mise en scène, cadrage, musique. Enfin, je veux dire, voilà quoi, c'est bon. Bon, tu peux me garder que cette scène de 2 minutes, je suis content quoi. Oui, il y a effectivement celle-là. Je trouve le moment où Henry Fonda apparaît devant le jeune garçon alors qu'il a tué la famille avec son manteau. Prénom. Ça, c'est juste d'une froideur. C'est un des trucs les plus froids qu'on ait pu voir. Surtout que le gamin, il est hyper touchant. Quoi. Oui. Il a un côté genre, il comprend pas ce qui arrive. C'est un enfant, il a 6-7 ans. Puis mon gars, dans 10 secondes, t'es mort. Quoi. Donc ça, c'est aussi très frappant. Et puis, alors, il y en a plein, mais... parfois c'est même des tout petits moments. Après il y a quelques répliques assez tordantes parce qu'il y a toujours cette ironie qu'il y a dans le cinéma de Sergio Leone, mais là elle est quand dosée. même. Alors là elle est bien dosée. Il était une fois la Révolution, il aurait peut-être dû un peu aller. Il aurait dû prendre une plus petite louche quoi. Et puis le regard de Henry Fonda qui juste avant de mourir comprend en fait. Ça aussi, ça c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Alors, t'as remarqué qu'il y a, comme dans tous les films, il y a des erreurs d'enchaînement, je sais pas comment t'appelles ça, des erreurs de... il y en a toujours, des raccords. Alors là, par exemple, l'arrivée à la gare de Claudia Cardinal, moi je l'avais pas vu, hein. Voilà, tu triches un peu, après tu regardes, il y a 2 fois la même scène, elle prend un chariot, elle monte dessus, elle s'en va, et hop, tu vois un autre plan de coupe, et hop, tu la revois à nouveau reprendre le chariot, et remonter dessus et partir, et en fait ça choque absolument personne. Puis il y a un truc, moi j'avais remarqué, c'est quand Charles Bronson fout l'harmonica dans la tronche d'Henry Fonda, quand il tombe par terre, un plan sur 2, il a l'harmonica complètement écrabouillé, puis un plan sur 2, il a un harmonica flambant neuf, quoi.
On s'en fout, c'est du détail. Mais tu voulais chercher des défauts, bah voilà, moi je vais t'en trouver à la peine. Non, hein. mais je veux dire en termes de conception, Ouais, effectivement. ouais. Mais j'ai retrouvé le nom du gars, évidemment, parce que là, Celui qui s'est je l'aurais suicidé. pas trouvé tout seul. Donc, Al Murlock. Exactement. Voilà, Ouais. il s'appelle Knuckles, le Ouais. Third Gunman. Bah voilà, bah, Comme ça, au Al, moins, on l'a trouvé. on l'a trouvé, on a l'air de demi-con. Voilà. Merci. Non, mais c'est vrai. Je me mets dans le lot, hein, je te rassure. Puis bon, on peut pas tout savoir. Puis ça prouve au moins qu'on triche pas vraiment parce qu'on n'en serait pas capable. Hein. Non. Il était une fois dans l'Ouest, donc il vient de ressortir en 4K. Donc évidemment, on avait déjà des copies VHS, des copies DVD, des copies Blu-ray. Moi, je dois même avoir un Laserdisc qui traîne quelque part. Ah ouais, non, Je pense, ouais. On a été suffisamment bon client pour se faire rançonner encore une fois. Et Je suis pas convaincu d'ailleurs. voilà, bah, j'allais te dire que ton verdict. On a eu un petit échange là-dessus. Tu m'avais averti, j'ai découvert cet étalonnage de couleurs sépia ne me convainc pas des masses. Ouais, moi non plus. Au C'est bout très d'un bizarre. moment, là je l'ai pas revu en entier, mais j'ai revu quelques scènes. On s'y habitue, mais la première scène, le générique, hein, enfin, je sais pas qu'on peut appeler ça. Ouais, ouais, t'as le- l'impression que la le péloche est prologue. brûlée ou que c'est surexposé, que tout Ouais. est trop blanc, les noirs Ouais. sont pas. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Moi, je suis pas Non. complètement client, donc effectivement, les couleurs sont un peu. Ouais, c'est comme si les noirs étaient pas. Je sais pas, tout est trop comme si on était trop sous le soleil, comme si on était écrasé par du soleil. Alors, Saturé, ouais. il paraît que c'est la volonté de Sergio Leone, gna, 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 mais en même temps, il est mort et enterré hein, depuis très longtemps, donc je suis pas sûr que. Je sais pas, ils sont peut-être allés voir son petit neveu pour qu'ils disent ouais, je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai comparé parce que je suis jusqu'au boutiste avec la copie 4K qui circule sur Paramount+. Alors, elle a pas les mêmes teintes. Celle-là, elle est brune et bleue. Mais bleu canard WC, donc le ciel est bleu comme on aimerait presque qu'il soit sur celui-là, mais alors tous les personnages sont bruns, on a tous l'impression qu'ils sont passés au solarium, ils ont la même couleur que leur cache-poussière, donc finalement, est-ce que le Blu-ray de 2013 ne Alors, serait pas pour moi, la ça me suffit, meilleure, ça va très bien. la meilleure copie? Autre chose, sur le Blu-ray de 2013, il y avait deux versions du film, qui changent de 14 secondes. Hein. Je crois qu'il y a 14 secondes coupées dans l'une et dans l'autre. Donc c'était déjà des copies complètes, mais une présentée à Cannes, l'une présentée je sais pas où. Là, il n'y en a plus qu'une. Et puis, un autre truc assez étonnant, c'est que le film existe dans un montage italien qui était distribué par la boîte de... Je ne sais pas si c'est Leon Raffran qui distribuait les autres films de Sergio Leone, donc Universal... United Artists Paramount, c'était à l'international, mais en Italie, c'était une autre boîte. N'existe qu'en DVD. Et Ok. le film est plus long de 12 ou 13 minutes. Et il a aussi cette couleur beige assez sépia, quoi. C'est un DVD, donc c'est un peu difficile de dire si c'était voulu ou pas. Et j'ai été suffisamment cintré pour comparer les deux. Non, pour voir s'il manquait vraiment une scène. Ouais. Et en fait, il manque pas de scène, c'est que des scènes qui sont plus longues. Ok. Donc le générique de début est plus long, on joue avec la mouche plus longtemps, etc. Il n'y a pas vraiment une scène en plus, il y a quelques bribes de dialogue en plus, mais c'est vraiment des scènes qui sont toutes, qui durent... Ça donne pas une Puis c'est des plus-value coupes- particulière à l'ensemble. Non. Parce que le film est déjà bien étendu. Ouais, donc, ouais. Puis c'est chaque fois des scènes plus longues de 20 secondes, c'est pas non plus des trucs très longs, donc on s'en rend pas vraiment compte. Il y a juste un plan qui est mieux, à mon avis, c'est le plan de fin, où tu as cette fameuse panoramique où tu vois Claudia Cardinal qui apporte de l'eau aux ouvriers, puis voilà, on a le générique avec le titre qui apparaît très vite dans la version qu'on connaît, avant que la panoramique soit finie, alors que dans la version italienne, vraiment, on attend que la panoramique soit finie, pouf, ça s'arrête, et on voit Charles Bronson, vraiment, on le voit se tailler, alors que chez nous, on le voit pas parce qu'il y a le générique qui défile. Le titre apparaît, et après, on a le générique qui défile. Donc, pour sortir du film, je trouve que c'est mieux. Ça m'a toujours... je ne veux pas faire le malin à 12 ans, j'en sais rien, mais cette fin, ça m'a toujours énervé. J'ai toujours trouvé bizarre, cette espèce de générique où tout d'un coup, hop là, puis ça part très vite, alors que pendant 2h40, on a dit, bon, on a le temps, quoi. Ouais. Mais ça change rien à nos vies, hein. Ouais. Donc voilà, on pourrait faire un montage alterné entre deux avec... Non, mais c'est étonnant que en Italie, cette version, qui est la version officielle en Italie, en fait, c'est celle qui circule normalement, Ok. n'ait jamais été rééditée autrement que... C'est sûrement une histoire de grosse, ou de Certainement. restauration, de machin, parce que j'imagine qu'ils ont leur propre négatif. On sait rien. Bon, alors, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce truc. On a dit beaucoup de choses, mais pas grand-chose sur l'histoire. Enfin, on a un peu spoilé. Si vous n'aimez pas les westerns, regardez quand même Il était une fois dans l'Ouest. Si vous n'aimez pas Charles Bronson, regardez quand même Il était une fois dans l'Ouest. Il n'a pas de moustache. Mhm. C'est une bonne C'est idée. une Est-ce qu'on lui bonne a demandé idée. de raser sa moustache ou est-ce qu'il est venu comme ça? Je crois qu'il est venu de lui-même comme ça. Et je pense que c'était aussi une bonne idée. Si vous connaissez pas Jason Brobart, bah, c'est une bonne idée. Oui.
Puis Henry Fonda, ouais. si vous l'avez jamais vu, c'est marrant parce que je crois, est-ce qu'il a fait d'autres rôles de salopard dans sa vie? La Maison du Lac, oui, un vieux bougon, non, mais ça un finit bien. salopard comme ça, Mais un salopard comme ça, je crois pas. Hein. Ah ouais. Et puis il a eu plus de chance que Grégory Peck, qui a joué une fois un salopard pour jouer Mengele. Je dis pas que c'était pas bon, hein, ces garçons qui venaient du Brésil. Moi j'aime bien, mais il y a un côté très caricatural. Ouais. Alors qu'ici, c'est juste un salaud intégral en toute sa splendeur. Je veux dire, chaque atome de son corps transpire le type par commandable, quoi. Et puis ce regard bleu acier. C'est juste un regard de prédateur qui glace le sang, quoi. Moi, ouais, et puis il a aucune pitié avec personne. Pitié, ouais. Que ce soit ses sbires, son chef, son employeur, on va dire ça, comme son commanditaire, il n'en a strictement rien à foutre. Finalement, les seules personnes pour qui il a du respect, c'est presque Charles Bronson, parce qu'on sent ce côté intrigué qui veut comprendre pourquoi ce mec joue avec lui, parce qu'en fait, ce mec joue avec lui. Ouais, parce qu'il pourrait le dézinguer très vite. Il n'a pas les clés. Et il n'y aurait pas de film. C'est ça qui l'intrigue. Et puis sinon, il agit parce que comme un businessman, quoi. C'est pas un méchant stupide, quoi. Non. C'est pas juste un méchant. Il est quand même extrêmement intelligent, organisé. Il sous-estime pas les autres personnes. Et il a quand même envie d'être calife à la place du calife. Ça paraît assez clair. Ah ouais, clairement. Ah ouais. Voilà, donc c'était la recommandation de l'année. Il était une fois dans l'Ouest, donc si vous l'avez jamais vu, voyez-le. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter le 4K? De toute façon, je pense que le Blu-ray de 2013, si vous le voulez... C'est compliqué, hein. Si vous le voulez, c'est peut-être le dernier moment d'essayer de le choper, parce que je suis pas sûr qu'on trouve encore des copies. Tiens, je pourrais m'en acheter une deuxième, au cas où la mienne rende l'âme. Sait-on jamais. Et puis, on se retrouve... Bientôt. Mais oui. À la prochaine. Parler de films qu'on aime de préférence. Oui, ça fait longtemps qu'on parle plus de films qu'on n'aime pas. Hein. Oui. Et puis, si on vous a manqué, vous avez le droit de le dire. Ça nous stimulera peut-être à refaire un épisode avant Noël. D'ici là, bon vent, bon été, et puis à la revoyure, comme on dit. Bye bye. Ciao, Patrick. Ciao.